Bonjour mes chers élèves et bienvenue au collège de Poudlard, l'école de sorcellerie. Vous avez vu, je suis devenu le directeur depuis la dernière fois. Ah, y a pas à dire, ça en jette quand même. Pour ce nouveau cours, on va encore une fois beaucoup s'amuser puisque nous allons de nouveau critiquer mes collègues, qui entre-temps sont devenus mes subalternes du coup, c'est vachement cool ça. Ça veut dire que je vais pouvoir les juger, les noter et en plus ils auront même pas le droit de la ramener. C'est génial! Donc on y va, on va pas perdre plus de temps puisqu'il y a plein de trucs à voir aujourd'hui, alors c'est parti. Comme la dernière fois, nous allons donc évaluer les professeurs, mais cette fois-ci on ne va pas se concentrer sur une seule matière en particulier, puisqu'on va répondre à la question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, qui est le meilleur professeur de tout Poudlard? Et à la fin de cette vidéo, non seulement vous saurez qui est le meilleur professeur de Poudlard selon moi, mais vous aurez également un classement du pire vers le meilleur, toujours selon moi. Et en tant que professeur dans la vraie vie, j'ai un avis bien précis sur la question. Mais pour ce faire, on ne va pas procéder n'importe comment, on va être méthodique et on va ressortir notre petite grille d'évaluation, que vous pouvez d'ailleurs télécharger dans la description si vous voulez les compléter vous-même et faire votre propre classement. Mais attention, c'est pas tout à fait la même que la dernière fois, je l'ai un petit peu modifié. Je vous explique tout ça. Les professeurs de Poudlard seront évalués selon les 8 mêmes compétences que nous avons déjà vues lors de notre première vidéo, que j'ai appelée ici les compétences majeures. Ces compétences majeures peuvent rapporter jusqu'à 2 points chacune, et comme je les ai déjà détaillées dans la première vidéo, là je vous les montre vite fait, mais je vais pas les reprendre point par point, puisque ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient avoir les détails de ces compétences, je vous mets la précédente vidéo juste ici. Et à cette grille de notation, j'ai ajouté 4 compétences que j'ai appelées les compétences mineures. Et là, vous allez me demander, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'on va parler ici des professeurs de carrière, ceux dont c'est vraiment le métier d'enseigner. Et contrairement aux enseignants dont on a parlé dans la première vidéo, qui était un petit peu là en guise de roue de secours parce qu'on n'avait personne d'autre à se mettre sous la main, ceux dont on va parler aujourd'hui sont de vrais enseignants, et donc je serai déjà d'une part plus exigeant avec les 8 premières compétences, qui sont selon moi les bases que doivent avoir tous les enseignants quels qu'ils soient, mais je vais aussi évaluer 4 nouvelles compétences qui sont très importantes quand on a décidé de dédier sa carrière à l'enseignement. J'ai envie de dire, c'est un peu les 4 cerises sur le gâteau qui vous font passer de la case bon prof à prof excellent, et je vous explique ça tout de suite. Tout d'abord, première compétence mineure, le professeur est-il souple? Donc là, est-ce que le professeur sait faire le grand écart ou le poirier? Parce que mine de rien, c'est vachement important. Je me fatigue tout seul des fois. Non, bien sûr, c'est pas ça du tout. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que le professeur sait adapter son cours en fonction de la situation et est-ce qu'il se permet parfois quelques digressions en fonction de ce qui a l'air d'intéresser ses élèves. Par exemple, si vous faites un cours sur les atomes et qu'il y a un élève qui vous pose une question sur les trous noirs, donc le truc qui a typiquement rien à voir, quoi, eh bien est-ce que vous allez consacrer 2 minutes de votre cours à expliquer un petit peu ce que c'est que les trous noirs, ou alors est-ce que vous allez dire ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, on passe à la suite, allez, tu verras ça plus tard. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux prendre 2 minutes pour parler des trous noirs. Ensuite, les activités et les supports sont-ils variés? Donc là, typiquement, est-ce que les cours sont toujours les mêmes, avec les mêmes outils, ce qui devient un petit peu ennuyeux à force? Ou alors est-ce que chaque cours est nouveau? Est-ce qu'à chaque fois on fait quelque chose de différent, ce qui rend la chose beaucoup plus intéressante? Et enfin les 2 dernières, mais non des moindres, est-ce que le professeur sait travailler en équipe et est-ce que le professeur est impliqué dans la vie de l'établissement? Donc là, est-ce que le professeur est là uniquement pour ses cours ou alors même en dehors de la classe, il est présent et se montre investi? Et avec tout ça, on arrive à une note sur 20 sur laquelle vous allez avoir une influence. Et oui, puisque comme pour la dernière fois, je vous ai demandé de voter pour le pire et le meilleur professeur de Poudlard. Et si déjà la première fois vous aviez été nombreux à participer, là pour le coup vous avez vraiment été très nombreux. On est passé de moins de 300 votes à plus de 1000. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été si nombreux à participer. Et comme pour la dernière fois, le professeur que vous aurez élu meilleur prof de Poudlard aura 2 points bonus, et le professeur qui, selon vous, est le pire de Poudlard se prendra un moins 2 points sur sa note finale. Et restez bien jusqu'au bout puisque c'est à la fin de la vidéo que nous décernerons vos points et potentiellement, eh bien, ça peut complètement changer le classement. Ah, et dernière chose très importante avant d'y aller, mais comme je vous l'ai dit, on ne va parler que des professeurs de carrière. Donc on ne va pas parler du tout des professeurs de défense contre les forces du mal. Donc désolé, pas de Lupin ni de Dolores Ombrage pour cette fois-ci. Et comme en plus j'ai déjà parlé d'eux dans la dernière vidéo, eh bien je vais pas revenir dessus puisque j'ai pas grand chose à ajouter finalement. Et bien évidemment, j'ai dit que j'allais parler de tous les professeurs de Poudlard, mais il y en a certains dont on ne sait absolument rien. Donc ceux-là, je vais pas pouvoir les analyser. Genre le professeur d'arithmancie et le professeur de runes, on sait rien du tout, quoi, donc forcément je vais pas pouvoir parler d'eux. Que ce soit dans les films ou dans les livres, on ne peut pas les noter puisque de toute façon on n'assiste jamais à aucun de leurs cours. D'ailleurs, si vous voulez connaître tous les détails de ma notation pour chacun des professeurs dont on va parler dans cette vidéo, je vous mets aussi toutes mes grilles à moi complétées dans la description. Enfin voilà, cette introduction est encore une fois beaucoup trop longue, je crois que je vous ai tout dit, alors on va commencer. Sans plus attendre, découvrons ensemble ce classement des professeurs de Poudlard qui sera un top 9. Et bien évidemment, on va commencer par le pire. Alors on y va, let's go!
On commence donc très fort avec notre cher professeur de divination qui se prend un 8 sur 20. Et non, c'est pas beaucoup, je vous l'accorde. Quelque chose me dit que son troisième œil, il l'avait pas vu venir celle-là. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas si étonnant que ça. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que je lui ai mis une note aussi basse? Eh bien déjà, le gros problème de Trelawney, c'est qu'elle est totalement incompétente dans la matière qu'elle enseigne. Et ça, c'est assez impardonnable quand on est professeur, surtout depuis toutes ces années. Que ce soit Claire, elle a beau être issue d'une famille de devins très talentueux, force est de constater que elle est totalement nulle. Elle est d'ailleurs réputée dans la saga Harry Potter pour n'avoir fait que 2 prédictions qui sont tombées justes. Ces 2 prédictions étant les 2 prophéties qui sont importantes dans l'histoire. Mais en dehors de ça, elle passe son temps à prédire des trucs complètement morbides qui n'arrivent jamais. Non mais attendez, je vais répéter parce que là quand même c'est vachement balèze. Ce qu'elle prédit n'arrive jamais. Ah bah ça la fout quand même vachement mal pour une soi-disant prof de divination. Et attendez, partez pas parce que c'est pas fini. Elle est tellement incompétente que quand elle fait passer les examens à ses élèves, Harry et Ron s'amusent à lui prédire n'importe quoi, des trucs complètement débiles qu'ils ont même pas vu dans la tasse qu'ils sont en train de regarder, juste pour voir si ça passe. Et ça passe. Elle est contente et elle leur met une bonne note. Donc déjà ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle maîtrise pas du tout son sujet, elle le maîtrise tellement pas qu'elle est même pas capable de voir quand un élève fait une erreur, mais en plus ça veut dire que les élèves peuvent totalement et ouvertement se foutre de sa gueule sans qu'il arrive jamais rien, parce qu'elle le remarque même pas en fait que les élèves se payent sa tête. Donc voilà, niveau respect de l'enseignement, je dirais pas qu'on est au zéro absolu, mais on en est quand même vraiment pas loin. Oh là là, mais c'est la cata, fais voir les autres compétences, il y a forcément un truc qui va, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'elle est impliquée dans la vie de l'établissement? Bon, bah dans la mesure où dans les bouquins on nous dit clairement qu'elle ne descend jamais de sa tour, bah on va dire que non du coup. Et du coup, niveau travail en équipe, j'imagine qu'on peut en déduire à peu près la même chose. Ensuite on a, est-ce que les activités sont variées? Eh bien sachant que dans les bouquins, on nous dit qu'elle a prévu de passer tout un trimestre entier à étudier les feuilles de thé, c'est-à-dire 3 mois à faire exactement la même chose tout le temps et en boucle, bah bizarrement j'ai très envie de dire que les cours sont pas du tout variés et qu'on se fait vachement chier quand même. Eh bah dis donc, pour l'instant c'est vraiment pas glorieux, hein. C'est une catastrophe. Mais attendez, parce que quand même, elle a 8 sur 20, donc elle a pas 0. Il y a donc forcément des trucs qui vont bien dans cette histoire. Alors où est-ce qu'elle a gagné des points? Eh bien mine de rien, et même si c'est surtout dû à la matière qui n'est pas très dangereuse, il se trouve que les élèves sont en sécurité pendant ces cours. Et même si c'est archi répétitif et pas très intéressant à cause de sa manière d'enseigner, eh bien les élèves sont constamment dans la pratique et ils sont de ce fait très actifs. Ils comprennent absolument rien à ce qu'ils font, mais au moins ils le font, et il y avait une vraie volonté derrière de les faire participer et de les faire travailler par eux-mêmes. Donc déjà ça c'est pas si mal. Et d'autre part, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'elle est vraiment hyper gentille avec ses élèves. Oui, elle dit des trucs horribles aux élèves, elle leur dit qu'ils vont mourir dans d'horribles souffrances et des trucs comme ça, mais finalement j'assimile plutôt ça à de la maladresse plutôt qu'à de la malveillance. Parce que pour le coup, Trelawney, elle a vraiment aucun tact. Mais si vous lisez un petit peu Le Prisonnier d'Azkaban, à l'intérieur du livre, elle dit clairement, à un moment donné, elle dit un truc du genre, allez-y, commencez à travailler, pendant ce temps-là, moi je vais passer dans les rangs et je vais vous aider. Et quand elle s'adresse à eux, elle le fait toujours avec énormément de douceur et de bienveillance. Elle les appelle mon cher ou mon jeune ami, bon, même si j'avoue c'est un petit peu bizarre de s'adresser à ses élèves comme ça, mais encore une fois, pour moi, c'est surtout parce qu'elle est très maladroite en société. Et j'ai aussi noté un dernier bon point, c'est qu'elle reste aussi très ouverte à la discussion avec ses élèves. Elle n'hésite pas à prendre un peu de son temps pour répondre à leurs questions et pour les aider. Mais bon, après c'est sûr que ce serait quand même encore mieux si elle avait pas fait ça juste avec les 2 seuls élèves qui s'intéressent un peu à la divination. Parce que c'est exactement comme ça que ça se passe dans les bouquins. Il y a 2 élèves qui s'intéressent et qui lui posent des questions et du coup elle finit par ne faire cours qu'à ces 2 élèves-là. Et les autres c'est, bah démerdez-vous, moi je suis occupé. Donc être bienveillant c'est bien, mais avec tous les élèves c'est mieux. Et avec tout ça, elle se retrouve donc avec un petit 8 sur 20 qui est déjà franchement bien payé, je vais pas vous mentir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi je suis bienveillant. Allez, on passe au suivant. Alors là, on va faire un petit point, parce que ce prof-ci, il parle pas à tout le monde, étant donné qu'il n'est présent que dans les livres. Monsieur Binns, c'est le professeur d'histoire de la magie à Poudlard, et il a une petite particularité, c'est que c'est le seul professeur de Poudlard à être un fantôme. La légende raconte d'ailleurs qu'il ne se serait jamais rendu compte qu'il est mort, et que du coup, il continuerait de faire ses cours comme si de rien n'était. Donc en gros, s'il y a bien un prof qui est pas allé manifester pour l'âge de la retraite, c'est bien lui. Et alors du coup, quel professeur est Monsieur Binns? Eh bien déjà, au vu de la note, vous vous en doutez, c'est pas fameux,
tout ça. Dès le début de l'histoire, le professeur Beans est décrit comme un prof horriblement ennuyeux et soporifique. Monsieur Beans passe absolument tout son cours à lire ses notes sur un ton extrêmement monotone. Il n'y a pas la moindre participation des élèves, si ce n'est la vague petite prise de notes quand ils sentent qu'ils ont entendu quelque chose d'à peu près important. Et franchement, au niveau pédagogie, je vais pas vous le cacher, ça c'est vraiment de la merde. Je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais il y a des études qui ont prouvé qu'on retient quasiment tout ce qu'on fait pendant un cours, pas grand chose de ce qu'on voit et quasiment rien de ce qu'on entend. Donc baser absolument tout son cours sur l'écoute des élèves comme le fait Monsieur Beans, c'est un petit peu ce que j'appellerais miser sur le mauvais cheval. Parce que le mec a beau être très bon en histoire de la magie, ça pour le coup j'ai pas trop de doute là-dessus, il a l'air quand même de gérer son affaire. Si les élèves ont un mal de chien à le suivre parce que l'écouter demande déjà un effort surhumain de concentration, mais alors là c'est mort, tu vas les perdre en 5 minutes. Parce que suivre pendant 1 heure entière un mec qui parle comme ça, la magie a commencé en 1950 et a été inventée par Merlin. Merlin était un enchanteur qui était extrêmement précis et extrêmement rigoureux dans sa façon de travailler. Merlin est né en 1275 et est mort en 1379. Pour tout vous dire, il y a même des élèves qui ont préféré sortir des cartes et se taper une belote plutôt que de l'écouter. Ce qui nous indique d'ailleurs un autre très gros problème, c'est qu'il fait pas du tout attention à ce qui se passe dans sa classe. On sait même pas s'il est vraiment au courant qu'il a des élèves devant lui. Et là c'est très problématique parce qu'en fin de compte, son cours ne sert à rien. Dans les livres, il est même dit qu'il a réussi à rendre un cours qui avait pourtant l'air super intéressant. On nous parle d'un cours sur un chapitre qui concerne une guerre de sorciers qui aurait impliqué les géants. Et rien qu'au nom du chapitre, ça a l'air super stylé, on a envie d'en savoir plus. Eh ben non, même ce chapitre, il a réussi à le rendre ennuyeux au possible. Et quand il se permet des petites digressions par-ci par-là, parce que dans les bouquins, c'est lui qui leur parle de la chambre des secrets, c'est pas McGonagall, alors il le fait, mais ça se voit quand même qu'il le fait vraiment à reculons. Il y met vraiment de la très mauvaise volonté parce qu'il dit que ça a rien à voir avec le cours et qu'il a qu'une seule envie, c'est de continuer son cours super chiant. Et c'est dommage puisque pour une fois, les élèves avaient l'air intéressés par ce qu'il était en train de raconter. Enfin bref, Beans, vous l'aurez compris, il a plein de défauts, c'est clairement pas un bon prof. Mais malgré tout, il reste quand même selon moi un peu meilleur que Trelawney. Parce que si tu parviens à accomplir l'exploit de suivre ce qu'il est en train de raconter, et bah tu peux quand même apprendre quelques trucs. Contrairement au cours de divination où la prof elle-même ne comprend pas sa propre matière. Ça fait donc un petit 9 sur 20 pour Monsieur Beans, voyons maintenant qui vient après. Alors, là on commence à arriver dans les profs qu'on peut qualifier de corrects. Comme quoi, parmi les profs à plein temps à Poudlard, on n'a pas un si mauvais casting, hein, finalement. Bon après on s'emballe pas, ça reste quand même un 13 sur 20, et ça veut donc dire qu'avec Hagrid, il y a encore un certain nombre de problèmes. Hagrid, qui est donc devenu dans ce 3e livre le professeur de soins aux créatures magiques, c'est un peu l'exception de ce classement, parce que dans Le Prisonnier d'Azkaban, c'est sa première année en tant que prof. On ne peut donc pas exiger de lui d'être irréprochable, mais il se trouve que tout débutant qu'il est, bah il est quand même pas trop à la ramasse. Déjà, point hyper positif, c'est que Hagrid est super heureux d'enseigner. Ça a l'air de rien, mais c'est super important. Ça se voit dans les films et c'est encore plus flagrant dans les livres, il est super content de partager sa passion. Et ça, c'est vraiment génial quand tu enseignes. Déjà parce que toi, en tant que prof, bah tu passes un bon moment dans ton travail, t'es content d'aller faire cours, mais en plus parce que le plaisir du prof peut être communicatif et se diffuser au sein des élèves. Et le fait est qu'il est en plus très compétent dans sa matière. Et d'ailleurs, à partir de Hagrid, je pense que je vais arrêter de le préciser à chaque fois puisque vous allez voir que maintenant tout le monde est compétent dans la discipline enseignée. Donc on va le dire maintenant une bonne fois pour toutes, ça nous évitera de nous répéter après. Autre point positif, c'est que Hagrid met toujours immédiatement ses élèves au travail par la pratique. Il faut faire un cours sur les hippogriffes, et ben allez, il en amène un devant eux et on apprend à s'en occuper en vrai. Et à chaque cours, il apportera une nouvelle créature, ce qui fait qu'on ne travaille jamais sur la même chose. Les cours sont très variés et c'est bien. On passe suffisamment de temps sur les notions à maîtriser pour qu'elles soient comprises et maîtrisées, mais pas trop non plus pour que les élèves ne finissent pas par s'ennuyer. Mais alors du coup, où sont les problèmes? Parce que ça avait l'air quand même bien parti cette histoire. Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, première chose, et ça je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est que les élèves ne sont pas en sécurité. Ah bah c'est pas compliqué, dès le premier cours, on a eu un blessé. Bon, ça reste Drago, donc je sais un peu quand même. Mais voilà, en tant que professeur, c'est pas bien du tout de mettre ses élèves en danger. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit la dernière fois qu'on s'est vu, mais ça pour moi, c'est le carton rouge. Surtout que c'est pas comme si c'était arrivé qu'une seule fois, puisqu'un peu plus tard, dans les bouquins, on
on nous dit qu'il les fait travailler sur les scroutes à pétards, qui sont des animaux capables de provoquer des explosions. Alors bon, je suis pas un expert, hein, mais ça me semble quand même un petit peu dangereux. Surtout que si on en croit ce qu'on lit dans les livres, il était censé commencer l'année en leur parlant des beaux trucs, des espèces de phasmes qui servent à crocheter les serrures. Et bizarrement, vraiment bizarrement, hein, ça me paraît quand même un peu plus safe. Et alors après, certes, les trucs un peu dangereux, c'est au programme, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais dans ce cas-là, tu fais autrement, tu fais comme le professeur Chourave avec ses mandragores, tu prends des bébés qui sont beaucoup moins dangereux et hop, le tour est joué. Et si tu veux vraiment leur montrer des adultes, ou alors si même bébé c'est un peu dangereux, et bah dans ce cas, tu les laisses pas le faire eux-mêmes et tu leur montres toi comment on fait. Mais si c'est trop dangereux, faut pas laisser les élèves manipuler, hein. Donc ça c'était pour le gros point noir de ces cours. Et le fait est que, il n'est pas non plus un très bon pédagogue. Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il passe un peu pour un guignol auprès de ses élèves parce qu'il est très gauche et très maladroit. Il est donc difficile de se mettre à travailler et de se concentrer puisque les élèves sont davantage concentrés sur les boulettes de leur prof, voire même leur propre survie pendant le cours, que sur le travail à faire en lui-même, et ça pose problème. Et finalement, tous les points qu'a gagné Hagrid, ils sont surtout dus à son enthousiasme et à sa bonne volonté plutôt que sur le contenu du cours en lui-même, qui n'est en fait tout simplement pas assez bien préparé. En fait, on a un peu l'impression que Hagrid était tellement content de leur montrer des créatures stylées qu'il en a complètement oublié de faire une progression logique. Il n'a pas du tout pris le temps de construire ses cours et de réfléchir à un enchaînement cohérent. Parce que les faire travailler sur des animaux dangereux dès le début de l'année, alors qu'ils ont jamais fait de soins aux créatures magiques auparavant, c'est un peu comme si t'étais en 6ème et que ton prof de maths te donnait à faire des équations différentielles à 2 inconnus dès le début de l'année. Ah bah c'est un peu tôt, hein, et c'est surtout oublier de se mettre au niveau de l'élève. Mais heureusement, il est suffisamment rempli de bonne volonté et suffisamment passionné pour n'avoir qu'une seule envie, celle de progresser. Ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire les années qui suivirent. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 13 sur 20. C'est pas mal pour quelqu'un qui a jamais enseigné, surtout qu'il n'est pas si loin que ça du suivant, qui n'est nul autre que... mais qu'est-ce qu'il fout là, Rogue? Il avait pas dit qu'il parlerait pas de ceux dont il a déjà parlé la dernière fois? Je vois que tu as l'œil, cher élève. Et effectivement, tu as bien raison, on a déjà parlé de Rogue, alors pourquoi je le mets dans ce classement? Eh bien déjà, premièrement parce que cette fois-ci, je vais le juger sur sa prestation en tant que professeur de potions. Et donc pas de défense contre les forces du mal, mais aussi et surtout parce qu'il est intéressant de parler de lui avec notre nouvelle grille de notation, puisque Rogue est également un professeur de carrière. Et par conséquent, les 4 nouveaux critères sont applicables à son cas. Ah, et pour ceux qui se demandent pourquoi je parle pas de Quirrell du coup, puisque lui aussi est un professeur de carrière, bah tout simplement parce que déjà dans la première vidéo on n'avait pas grand chose à dire dessus. Là pour le coup j'aurais même pas pu répondre aux 4 questions que je me suis posées pour cette deuxième grille, donc pour Quirrell finalement j'ai rien de plus à ajouter par rapport à la première vidéo. Mais par contre concernant Rogue, bon je vais pas m'étaler, on a déjà longuement parlé de lui dans la première vidéo, donc je vais simplement rappeler qu'il pourrait être un bon enseignant, puisque niveau compétences et pédagogie c'était vraiment très bien, mais le problème c'est qu'il a également de très mauvais penchants au niveau du relationnel avec l'élève, parce qu'il est très injuste et qu'il manque cruellement de bienveillance. Et là je vais pas détailler plus que ça, on a déjà longuement parlé de lui dans la dernière vidéo, donc je vous renvoie vers celle-ci si jamais vous voulez en savoir plus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout de savoir comment Rogue répond aux 4 compétences mineures. Et bien dans l'absolu, il y a à boire et à manger. Rogue est un professeur très présent au sein de l'école, il fait d'ailleurs partie des 4 directeurs de maison, puisqu'il dirige la maison Serpentard. Ça veut donc dire qu'il a accepté d'endosser un certain nombre de responsabilités, donc déjà c'est un bon point, mais surtout il n'est pas rare de le voir rôder dans les couloirs du château à la recherche des élèves qui sont en train d'enfreindre le règlement. Il est donc très impliqué dans l'établissement, il fait régner l'ordre, et ça c'est bien. Et concernant sa capacité à travailler en équipe, et ben là j'ai envie de dire que ça dépend vraiment avec qui. Autant avec le professeur McGonagall ou le professeur Flitwick, bref les profs pour lesquels il a un peu de respect, il y aura pas de souci. Mais par contre, dès qu'il a un autre prof dans le pif, comme Lupin ou par exemple Gilderoy Lockhart, alors là c'est complètement autre chose, hein. Il hésite pas à le décrédibiliser même devant ses élèves. Voire à essayer de faire en sorte que le professeur soit viré. Parce que c'est ce qu'il a fait avec Lupin quand il a essayé de faire comprendre aux élèves que c'était un loup-garou. Il voulait que les élèves se rendent compte qu'il est dangereux pour qu'il se fasse virer. Et ça, pour le coup, c'est pas vraiment ce que j'appelle du travail d'équipe. Il est pas censé faire ça. Si on parle d'une équipe pédagogique, c'est parce que les membres de l'équipe doivent faire bloc. Ils doivent être solidaires, pas se tirer dans les pattes, et encore moins devant les élèves. Et concernant la souplesse de ses cours, bon bah Rogue, il est pas du tout ouvert au débat avec les élèves. Ah bah c'est simple, dès qu'il y en a un seul qui ouvre la bouche pendant son cours, il lui dit tout de suite de se taire. Et ce, des fois, même quand l'élève répond à une question qu'il a posée. Ah bah fidèle à lui-même, hein, comme d'habitude avec Rogue, il y a du bien et du moins bien, ce qui ne lui permet malheureusement pas d'atteindre une note supérieure à 13,5 sur 20. Et c'est vraiment dommage, puisqu'encore une fois, bah, c'est ses qualités humaines qui flinguent tout. Alors que sans ça, en tant que prof, il serait vachement bien. Moralité, Rogue pourrait être un bon prof, mais faut juste qu'il pète un coup. Enfin bref, allez, suivant.
Alors, Madame Bibine. Bon bah déjà c'est un peu particulier puisque Madame Bibine c'est la prof de sport. Et le sport, on le sait tous, c'est pas comme si c'était une vraie matière. Oh là, je vois tous les profs de sport qui viennent de mettre un pouce rouge là. Bon, et sinon, blague à part, si le sport n'est bien évidemment pas une matière inférieure aux autres matières, elle reste quand même très différente des autres. Et personnellement, n'y connaissant pas grand chose au milieu sportif, parce que bon, je vais pas vous mentir, hein, faut quand même reconnaître que ça se voit un peu, et bien tout ce que je dirais sera alors bien plus un avis subjectif qu'une véritable évaluation. Parce que si ça se trouve, il y a des trucs que je vais trouver pas bien, mais comme c'est du sport, en fait, dans le sport, c'est comme ça qu'on fait, et puis c'est tout. Et c'est juste que c'est moi qui le savais pas dans ce cas-là. Donc on y va, c'est parti, je me lance. Déjà, on va mettre les points sur les i tout de suite. Madame Bibine est une très bonne prof, ça se voit, elle maîtrise son sujet, elle sait instaurer un climat de travail. Enfin, du travail. Oui, pardon, j'arrête. Les élèves, bien évidemment, sont très actifs pendant ces cours, et force est de constater qu'à la fin, ils savent tous très bien monter sur un balai, et il y en a même qui font partie de l'équipe de Quidditch. Ce qui est important, puisque ça veut dire qu'elle organise toutes les compétitions sportives de l'établissement. Donc déjà, niveau implication, on est sur des bases assez solides. Par contre, si t'aimes le sport et que t'aimes pas le Quidditch, t'es dans la merde. Ah bah si en arrivant à Poudlard, tu comptais te mettre à la danse ou au ping-pong, bah c'est non. C'est soit tu fais du Quidditch, soit tu vas te faire foutre. Mais bon, derrière toutes ces qualités d'enseignante, il y a quand même 2 ou 3 petits problèmes. Déjà, ce qui me frappe dans les films, et ce qui est encore plus amplifié dans les bouquins, c'est que quand elle donne des consignes à ses élèves, elle leur aboie dessus. Donc déjà, niveau bienveillance, on a quand même bu mieux. Alors après, c'est peut-être comme ça qu'on fait dans le sport, hein. Souvenez-vous, je suis un cure-dent, donc j'en sais rien. Mais à titre tout à fait personnel, avec moi, ce genre de truc, ça marche pas du tout niveau pédagogie. Ça a même plutôt tendance à m'énerver. Mais bon, après, laissons-lui le bénéfice du doute, c'est du sport, c'est une matière qu'on aborde d'une manière totalement différente, donc dans le doute, j'ai quand même mis un petit point. Mais alors du coup, Madame Bibine, l'élève qui s'est pété un bras au premier cours, là, vous expliquez ça comment? Vous allez me dire que c'est le sport aussi qui veut ça? Faut forcément se péter un bras, sinon c'est pas drôle? Non, parce que là, ça soulève quand même un petit problème au niveau de la sécurité des élèves, non? Surtout qu'il existe un sortilège qui permet d'arrêter les corps en mouvement. La formule, c'est Arresto Momentum. Donc au lieu de répéter 50 fois Monsieur Londubat, est-ce qu'il n'aurait pas été plus malin de faire un petit Arresto Momentum avant qu'il s'écrase par terre? Ah non là, désolé, mais en tant que cure-dent, je sais déloger les petits trucs gênants. Et en l'occurrence, là, vous avez aucune excuse. Il y avait clairement moyen de faire en sorte que Neville ne soit pas blessé pendant ce cours. Surtout que, deuxième problème, en emmenant Neville à l'infirmerie, vous avez laissé vos élèves tout seuls avec des balais volants et vous leur avez dit surtout ne volez pas, c'est pas bien. Mais enfin, mais bien évidemment qu'ils vont essayer de s'envoler. Pourquoi t'as pas juste demandé à un autre élève d'emmener Neville à l'infirmerie? En plus, Neville, il pouvait très bien marcher, donc il y avait pas de problème. Il faut jamais laisser les élèves tout seuls comme ça, hein, et encore moins avec des objets avec lesquels justement un élève vient de se péter le bras. Non, parce qu'en son absence, ça s'est quand même joué à pas grand chose que Harry il s'explose la tête contre le mur du château. Donc oui, je suis désolé, parce que Madame Bibine a certes de très grandes qualités, mais sur ce coup-là, elle est indéfendable. Et vous le savez, pour moi, quand on met les élèves en danger, c'est le carton rouge. Mais allez, il est temps de passer au professeur suivant, voyons qui est notre numéro 4. À partir de ce point précis, tous les profs sont vraiment excellents. Ils savent tous instaurer un bon climat de travail, ils sont bien évidemment tous très compétents dans la matière enseignée, et si ça commence avec le professeur Slughorn, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes. Tout d'abord, si on prend le cours de manière chronologique, au début du premier cours, dans les livres, on nous dit qu'il commence directement en montrant aux élèves toutes les potions qu'ils vont apprendre à faire pendant l'année. Ça permet aux élèves d'avoir un visu sur les objectifs à atteindre, ça leur permet de voir à quoi doivent ressembler les potions qu'ils vont apprendre à faire, ça leur permet également de constater que leur prof est très compétent et que s'il est là, c'est pas pour rien, puisque lui, par cette simple démonstration, il leur montre qu'il sait les faire, et surtout, c'est très motivant pour les élèves, puisqu'ils voient directement le résultat de ce qu'ils vont apprendre à faire. Et ce qu'ils se disent à ce moment-là, c'est « Waouh, super, je vais vraiment savoir faire tout ça ?» Et tout ça en leur montrant directement ce qu'ils vont vraiment faire, et c'est bien plus efficace que de leur dire ou de leur montrer par écrit. Et ce ne sont que les 5 premières minutes du premier cours. Un bon prof, ça soigne toujours son entrée, en particulier quand c'est le premier cours de l'année. Parce qu'en faisant ça, Slughorn, il annonce la couleur, et il se place directement en figure d'autorité. Ce que ça dit, ce qu'il vient de faire, c'est littéralement « Allez, suivez le guide ». Et ça permet quelque chose de très important, ça met tout de suite les élèves en confiance. Donc big up Horace, très bon départ. Et si j'en crois ce qui est écrit là-dedans, tous les cours se passeront merveilleusement bien, les élèves vont apprendre plein de trucs. Bref, c'est du très bon boulot. Mais, ah oui, il y a un mais, bien sûr qu'il y a un mais. Il a pas 20, il a 16, donc forcément il y a un mais. Slughorn a quand même un petit problème de relationnel
fusionnel avec ses élèves. Bah décidément, on en arriverait presque à croire que c'est inhérent au cours de potions. Déjà, chose qui n'est pas bien du tout, c'est que Slughorn a ses chouchous et qu'il les affiche clairement. Ça c'est indéniable, y a rien qu'à voir la manière dont il s'adresse aux élèves avec qui il veut tisser une relation, toujours par intérêt, soit dit en passant, pour s'en rendre compte. Il va même aller jusqu'à organiser des dîners privés avec ses chouchous, et forcément, bah qu'est-ce que ça provoque? Eh bah oui, de la jalousie de la part des autres, et ça peut même aller bien plus loin, puisque ça peut créer inutilement des tensions dans une classe. Jamais avoir de chouchou, ou alors si vous en avez un, il faut surtout pas le montrer aux autres élèves. Et encore moins lui accorder des traitements de faveur. Parce qu'après, oui, le professeur reste un être humain, donc forcément, il va y avoir dans sa carrière des élèves qu'il va préférer parmi les autres. Mais sachant ça, ça reste quand même très important de rester droit dans ses bottes et de loger tout le monde à la même enseigne. Surtout qu'à un moment donné, ça m'a fait marrer quand j'ai lu les bouquins, mais concernant Drago Malfoy. À un moment donné, il l'interpelle pendant un cours et il lui dit « Monsieur Slughorn, excusez-moi, je crois que vous avez bien connu mon grand-père, non ?» Et Slughorn y répond un truc du genre « Ouais, je l'ai bien connu, hein. Il est mort d'ailleurs, je crois. Ah, c'est con, hein. Mais quel gros con. » Mais bon, malgré ces quelques boulettes, Slughorn reste néanmoins un très bon professeur. Un très bon professeur intéressé, peut-être, mais un très bon professeur quand même. Mais tout bon professeur qu'il est, il ne parviendra pas à monter sur le podium, contrairement au professeur suivant, à qui je décerne la médaille de bronze des professeurs de Poudlard. J'ai nommé le professeur... Et voilà, on y est, on arrive dans les 3 meilleurs professeurs de Poudlard, on arrive dans ce que j'appelle la triade de l'excellence. C'est pas compliqué, à partir de maintenant, on arrive vraiment dans la crème de la crème des professeurs de Poudlard, et pour trouver un défaut, il faut vraiment chercher la petite bête. Donc pour les 3 derniers professeurs, je vais me détacher un petit peu de ma grille de notation, parce que vous l'aurez compris, de toute façon, à partir de maintenant, ils sont tous super bien, et je vais plutôt tout simplement vous parler d'eux et vous donner mon ressenti. Madame Chourave, c'est le genre de professeur qui a du caractère, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un certain franc-parler et elle se montre également très impliquée dans le collège de Poudlard. Déjà, elle est la directrice de la maison Poufsouffle, donc elle a accepté, au même titre que Rogue, un certain nombre de responsabilités. Mais en dehors de ça, c'est également elle qui fournit toutes les plantes médicinales à l'infirmerie, ce qui nous montre une certaine implication dans l'établissement qui me semble assez sérieuse. C'est une excellente pédagogue, très bienveillante, qui n'hésite pas à féliciter les élèves lorsqu'ils donnent une bonne réponse ou qu'ils travaillent bien, et ça les enfants, c'est très important. Souvenez-vous dans le 2e film, quand elle pose une question à propos des mandragores, Hermione répond, elle répond juste, bien évidemment, et Chourave répond en disant exactement 10 points pour Gryffondor. Et ça c'est bien, il faut faire ça. Quand un élève fait quelque chose de bien, il faut lui dire que c'est ça et qu'il a bien travaillé, c'est très important. Parce que nous autres les professeurs, quand on a remarqué un truc pas bien, on est très doués pour le dire. Mais il ne faut pas oublier de montrer aussi qu'on a remarqué quand le travail est bien fait, et d'encourager les élèves qui essayent même sans forcément y arriver, ça aussi c'est important. Mais du coup, si elle est aussi excellente, pourquoi elle a pas 20? Eh bien pour un seul truc, une seule et unique erreur. Dans le 2e film, quand Neville tombe dans les pommes à cause des cris de Mandragore, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle dit? Elle dit « Ah, Londubat a mal mis ses cache-oreilles, ouais, bon ben, laissez-le là. Perdu !» Alors oui, je me doute bien que c'est pour la vanne, mais elle l'a quand même fait. Et dans les faits, quand un élève tombe dans les pommes en plein milieu de la classe, en général, on appelle l'infirmière ou alors on demande à quelqu'un de l'emmener à l'infirmerie. Mais on le laisse pas comme ça par terre, enfin ça me semble quand même évident. Ce qui, professeur Chourave, vous fait perdre un point sur la sécurité des élèves. Ah bah c'est pas de bol, hein. Mais passons maintenant au numéro 2 de notre classement, à notre médaille d'argent qui n'est nul autre que... Bon alors pour Flitwick, je vous avoue que j'ai vraiment cherché le minuscule petit détail qui lui fait perdre un demi-point. Parce que Flitwick, il est vraiment quasiment irréprochable. Tout d'abord, il est directeur de la maison Serre d'Aigle, donc bon, vous commencez un petit peu à connaître la chanson maintenant, ça veut dire qu'il a accepté de prendre des responsabilités dans l'école, et d'ailleurs, puisqu'on parle de ses actions en dehors de la classe, il faut aussi souligner que c'est lui qui dirige la chorale de l'école, donc on a affaire à quelqu'un qui est très investi. Il est excellent, vous l'aurez compris, mais à sa façon. Parce qu'autant Chourave, c'est la prof qui se laisse pas marcher dessus, qui a un certain caractère et un certain franc-parler, autant Flitwick, c'est le prof laxiste. Il est d'ailleurs réputé pour ne jamais mettre de punition, et ce même quand les élèves ne respectent pas le règlement. Le professeur Flitwick, c'est vraiment le prof à la cool, ce qui ne l'empêche pas d'inspirer quand même le respect, de par ses compétences et sa manière d'enseigner. Il est aimé des élèves, et ces derniers apprennent d'ailleurs plein de choses avec lui, donc finalement c'est très efficace. Et le seul vrai défaut que j'ai réussi à lui trouver, c'est qu'il félicite ses élèves en public quand ils réussissent, notamment Hermione quand elle réussit à faire un Wingardium Leviosa.
Quoi? Mais attendez, il avait pas dit il y a 5 minutes que c'était bien de féliciter ses élèves? Ah si, c'est bien ce que j'ai dit, mais par contre j'ai jamais dit qu'il fallait en faire des caisses. Or, si vous vous souvenez bien, quand Hermione réussit à faire le Wingardium Leviosa, elle demande à tout le monde de s'arrêter pour admirer Hermione. Et ça, c'est un problème. C'est un problème puisque ce genre de choses ne peut rien provoquer de bien. Déjà, concernant l'élève que vous félicitez, vous allez au choix soit le gêner, soit le gonfler d'orgueil, et dans les deux cas, c'est pas franchement une bonne nouvelle. Et concernant les autres élèves qui sont tout autour, vous allez simplement leur rappeler que eux, ils ont pas réussi. Et alors là, je vous le dis, y a rien de mieux pour qu'ils arrêtent définitivement d'essayer. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement mon avis à moi, hein, parce que dans ce livre que je considère personnellement comme la bible du professeur, qui s'appelle Manuel de survie à l'usage de l'enseignant, l'auteur précise bien qu'il est préférable de ne pas féliciter trop chaleureusement un élève devant les autres et qu'un petit félicitations discret suffit largement. Parce qu'attention, il a raison Flitwick de vouloir féliciter Hermione, mais par contre c'est pas la peine de rameuter tout le monde quoi. Mais c'est bien là le seul détail que j'ai à reprocher au professeur Flitwick qui pourrait être amélioré selon moi. Mais trêve de blabla, il est temps maintenant de passer à notre médaille d'or. Vous avez sûrement déjà deviné qui c'est, puisque de toute façon c'est pas compliqué, il en reste plus qu'une seule, mais je vais vous le dire quand même. Je décerne officiellement la médaille d'or du meilleur professeur de Poudlard au professeur... Je vais être franc avec vous, je n'arrive pas à trouver un défaut à la manière d'enseigner de McGonagall. Et pourtant, elle a vraiment un profil encore très différent des deux qu'on vient de voir. Après avoir eu la professeure qui a un fort caractère, le professeur laxiste, maintenant voilà qu'on a droit à la professeure super stricte. Mais attention, être strict, c'est pas forcément un défaut. Ce qui est bien avec McGonagall, c'est qu'elle est hyper rigoureuse dans sa façon d'enseigner. Il n'y a pas de distinction entre les élèves, pas de négociation possible. Elle dispense exactement le même excellent enseignement à tout le monde et elle fait appliquer exactement le même règlement à tout le monde. Et dès qu'un élève ne respecte pas une règle, il prend la même punition qu'aurait pris n'importe quel autre élève. Et ce, même si c'est un Gryffondor, la maison dont elle est la directrice. En fait, McGonagall, je crois que c'est un robot. Mais tant mieux, parce que ça donne aux élèves quelque chose d'indispensable dont ils ont absolument besoin pour grandir et pour s'y retrouver. Un cadre clair, strict et défini. C'est pas compliqué, hein, si t'es dans le cadre, et ben là c'est bon, tout va bien, il va rien t'arriver, tu vas pouvoir faire tes cours tranquillou, mais par contre si t'en sors, et ben McGonagall elle te fait re-rentrer dedans, et ça peu importe la raison. Et tu le fais sans discuter s'il te plaît, hein, parce que c'est pour ton bien. Et puis après, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ces cours sont excellents? Je ne pense pas, puisque c'est pareil que les deux autres, elle est archi compétente, elle est super bienveillante, et bien évidemment les élèves font toujours des trucs variés, enfin c'est vraiment du grand art. Et je le redis, j'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver le moindre point noir à la manière d'enseigner de McGonagall. Mais après, peut-être que c'est moi, hein, peut-être que vous aurez un avis différent, alors dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé quelque chose à redire, parce que ça m'intéresse. Mais en attendant, je pense qu'elle n'a pas volé son petit 20 sur 20 qui la place en tête de ce classement. Mais et vous alors, vous en avez pensé quoi? Parce que je vous rappelle à vous qu'il vous reste encore quelques points à donner et d'autres à enlever. Voyons donc d'abord qui était votre professeur préféré. Alors là, dès les premières minutes du sondage, le vote a été unanime. Et même une semaine après, le résultat n'avait pas du tout changé, vous avez décidé d'élire meilleur professeur de Poudlard, le professeur McGonagall, avec une majorité écrasante. Hein. Plus 2 pour McGonagall qui passe donc maintenant à une note de 22 sur 20, ce qui fait d'elle définitivement et à l'unanimité la meilleure professeure de Poudlard, toutes matières confondues. Félicitations Minerva, vous êtes donc officiellement le meilleur professeur de l'école. Et le pire maintenant. À qui avez-vous décidé de mettre moins de points sur sa note finale? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là par contre, ça a vraiment été ultra serré. Pendant toute la semaine du vote, on a eu 2 profs qui étaient en compétition pour le titre et qui n'ont pas arrêté de se passer devant comme ça à tour de rôle. Ces 2 professeurs étant le professeur Binns et le professeur Trelawney, qui sont par ailleurs les derniers de notre classement. Donc déjà c'est bien, on voit qu'on est d'accord sur les 2 pires au moins. Mais maintenant, lequel des 2 est le pire? Eh bien au moment où j'ai décidé de clôturer les votes, le professeur qui avait le plus de votes contre lui était le professeur Binns, qui passe alors à 7 sur 20, ce qui le fait passer en dessous du professeur Trelawney. Et alors que le pire professeur de Poudlard était jusqu'à présent le professeur Trelawney d'après notre classement, il s'agit maintenant du professeur Binns grâce à vos votes. Et le professeur Binns est donc élu pire professeur de Poudlard, toute matière confondue. Eh ben dis donc Sibylle, on a eu chaud hein. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager ou à la montrer à vos amis, c'est encore le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et je vous en serai très reconnaissant. Pour ma part, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle vidéo, c'était vraiment quelque chose de très fun à faire. Je pense qu'on aura tous reconnu des profils de profs qu'on a vraiment eu à l'école et c'est ça que j'adore avec la saga Harry Potter. C'est qu'elle nous montre que finalement, il y a plein de manières différentes d'être un bon prof et plein de manières différentes d'être aussi
aussi un mauvais prof. Cette saga nous montre un portrait très vaste de toutes les qualités qui font d'un enseignant un bon enseignant, et aussi les défauts qui font d'un mauvais enseignant un mauvais enseignant du coup. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que rien n'est gravé dans le marbre, on peut toujours faire mieux, on peut toujours progresser. Et quand on voit Hagrid et les progrès qu'il a fait en tant qu'enseignant, on se rend compte que finalement, le plus intéressant et le plus important, ça reste d'aimer ce qu'on fait. Tout le reste, c'est l'expérience et le temps qui nous l'apportent. Cette vidéo est d'ailleurs faite en partenariat avec un autre youtubeur qui s'appelle Vous savez qui, dont je vous mets la chaîne dans la description. Sans se consulter, nous avons fait chacun de notre côté notre propre classement, donc je vous invite à aller voir le sien en cliquant sur le lien qui se trouvera dans la description. Comme ça, vous pourrez connaître un avis différent du mien, et puis vous pourrez comparer les deux et choisir un petit peu lequel vous préférez. Même si on sait déjà lequel vous préférez. Et voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui voudraient garder le contact entre les vidéos, j'ai aussi plein de réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même un compte YouTube si vous voulez me soutenir un petit peu financièrement. Je vous laisse aller consulter tout ça, allez voir, tout est dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, moi je vous fais des bisous. Ciao!